Merci Madame Binta Diallo de m'avoir invité ainsi que M. Babacar Ba pour venir animer avec vous cette émission matinale. Merci. Nous recevons également le président du Forum du justiciable à qui nous allons offrir tout à l'heure un grand sac de niébé. Babacar Ba, il s'appelle. Merci Babacar. Voilà. Merci Binta pour cette invitation. Donc je salue tous les auditeurs de la RFM et je salue également le doyen Bousso. Merci. Alors, la gestion des deniers publics au menu de cette nouvelle édition de Remue-Ménage de ce dimanche, une véritable problématique avec la dernière sortie du député Moustapha Cissé Lo qui en rajoute. Par sa dernière sortie, je vais citer, il faut tuer la CREI, elle est une erreur, il faut libérer tous les gens que cette cour a condamnés. Si on devait emprisonner tous ceux qui ont pris de l'argent illicite, on doit tous nous arrêter. Monsieur Abdou Malik Bousso, que vous inspire cette sortie de Moustapha Cissé Lo? Inquiétante à plus d'un titre, parce que quand même, M. Cissé Lo est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale est chargée de contrôler l'action du gouvernement, surtout que le gouvernement est chargé de gérer au nom de la collectivité nationale les ressources publiques et de procéder aux dépenses qui relèvent du budget national. Donc vouloir faire comprendre aux gens que gouverner et s'enrichir vont de pair, c'est assez inquiétant. Et je suis tout à fait heureux que cette émission s'intéresse à la gouvernance des affaires publiques. Parce que qui dit gouverner, dit gérer. On gère quoi? Des ressources. Des ressources mises à la disposition de qui? Un gouvernement. Par qui? L'Assemblée nationale, au nom du peuple, pour asseoir et financer des politiques publiques qui vont vers la satisfaction des populations, des besoins des populations. Donc, qui dit gérer, dit aussi redevabilité. Quand tu gouvernes et tu gères, tu dois rendre compte, parce que c'est des ressources qui ont mis à ta disposition pour atteindre certains objectifs. Et si ces objectifs sont atteints ou ne sont pas atteints, tu dois rendre compte. Et c'est dans cet exercice de reddition des comptes qu'une cour dédiée à cela a eu à poursuivre des gens. Et jusqu'à preuve du contraire, cette cour-là a été suspectée dès le départ d'être une cour spéciale, c'est vrai, et d'être une juridiction d'exception. Mais le Conseil constitutionnel s'est à l'époque prononcé sur cette question. Et je considère que si le Conseil constitutionnel a validé dans l'ordonnancement judiciaire du pays cette cour-là, malgré ses défauts, c'est des lois de la République qui s'appliquent à tout le monde. Et voir un haut responsable politique de cette nature, au cœur du pouvoir, prendre cette liberté avec l'utilisation des ressources publiques de ce pays, c'est ahurissant. Oui. Babacar Ba, c'est quand même scandaleux et inquiétant, comme l'a dit M. Bousso, qu'un membre du pouvoir, député de surcroît, puisse parler ainsi. Moustapha Cissé Lo, qui n'en est pas à sa première sortie scandaleuse. Alors, encore une fois de plus, merci pour cette invitation que j'ai acceptée avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir parce que aujourd'hui, nous allons aborder en tout cas un thème, un sujet sur lequel nous allons échanger qui concerne la bonne gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, la bonne gouvernance, si en tout cas elle est appliquée dans toute sa rigueur, peut être quand même un bon levier de développement, une bonne stratégie de développement, surtout pour nous les pays qui sont en voie de développement. Et peut-être c'est ce qu'a compris l'État du Sénégal pour ériger à valeur constitutionnelle le principe de la bonne gouvernance et de la transparence. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le préambule de la Constitution sénégalaise, le préambule qui aussi est une partie intégrante de la Constitution, il est bien dit que l'État du Sénégal affirme son attachement à la gestion des affaires publiques. Donc aujourd'hui, cette question de bonne gouvernance a été érigée à valeur constitutionnelle. Maintenant, Binta, au-delà du fait que la bonne gouvernance implique en tout cas certains mécanismes par rapport à la gestion rigoureuse des affaires de la cité, par rapport à une gestion transparente, aujourd'hui, il faut reconnaître que
pour mettre en œuvre aujourd'hui cette question de bonne gouvernance, il faudrait quand même qu'on ait des institutions crédibles, des institutions fortes, des institutions qui aujourd'hui, en tout cas, peuvent garantir la liberté fondamentale de certains citoyens. Est-ce mais que également, cela veut dire que nous n'avons pas des institutions fortes? En fait, j'en viens. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on ait une justice, en tout cas, qui peut garantir aux justiciables un procès qui est juste et équitable. Et sur ce point, il faut reconnaître aujourd'hui qu'on a un véritable problème avec la CREI. Et je pense qu'à l'époque, nous-mêmes, nous l'avons dénoncé parce qu'aujourd'hui, la CREI ne garantit pas, la CREI ne requiert pas, en tout cas, les standards internationaux pour pouvoir garantir à une personne un procès qui est juste et équitable. Aujourd'hui, il existe des normes universelles auxquelles les États, en tout cas, se plient pour se conformer aux exigences d'un procès qui est juste et équitable. Ça, je pense que c'est fondamental. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il faut aller vers une gestion transparente, vers une bonne redistribution de nos deniers publics. Mais faudrait-il le faire avec une justice quand même qui peut garantir aux citoyens, en tout cas, un procès qui est juste et équitable. La CREI, nous l'avons décrié. La CREI, nous l'avons dénoncé parce que tout simplement, aujourd'hui, nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous estimons que la CREI ne requiert pas aujourd'hui les normes universelles pour pouvoir garantir une personne un procès qui est juste et équitable. Oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je comprends cette déclaration de Moustapha Cissé Lo parce que je ne peux pas admettre aujourd'hui qu'on ait une juridiction spéciale au niveau de laquelle le principe de double degré de juridiction, qui, à mon avis, est un principe fondamental, n'est pas, en tout cas, admis au niveau de la CREI. Donc, aujourd'hui, il y a des normes qui ont été dégagées. Et là, je peux même vous citer l'article 14-5 du pacte relatif aux droits civils et politiques qui dit clairement qu'une personne, s'il est condamné, il a la possibilité, il a même le droit aujourd'hui de saisir une juridiction supérieure pour que ces décisions de justice soient revues. Donc je pense que c'est des normes que l'État du Sénégal ne doit pas déroger. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que la CREI ne garantit pas tous les droits. En tout cas, la suppression, Babacar Ba, de cette juridiction d'exception qu'est la CREI a été posée. Jusque-là, elle existe toujours. Cette cour de répression de l'enrichissement illicite, ce sont des magistrats qui y siègent et qui jugent sur la base des éléments qu'ils ont, que vous avez fautés, et qui condamnent. Mais pour un État qui avait promis, M. Bousso, une gestion sobre et vertueuse, est-ce qu'il n'y a pas de quoi fouetter quand même un chat, se poser des questions? C'était peut-être une assertion ou juste un effet d'annonce au vu de ce qui se passe. Oui, Mme Binta Diallo, effectivement, à l'entame de la gouvernance du président de la République en 2012, il avait donné un certain nombre d'indicateurs. Il voulait asseoir la gouvernance du pays sur l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques, sur la redevabilité et sur le fait que les comptables publics rendent compte de la gestion des affaires publiques. Et à ce titre, il faut reconnaître quand même que des efforts importants avaient été mis en place, tels que la réactivation de la CREI, malgré que mon ami et jeune frère disent le nom. Je rappelle juste que la CREI a été, c'est vrai, je l'avais dit à l'entame, assez décriée du fait de son mode opératoire comme juridiction. Je crois que je suis d'accord avec Babacar qu'il y a un certain nombre de réformes de la justice qui sont arrivées à maturité, il va falloir y aller. Et d'ailleurs, ça a été une recommandation du rapport 2014 de l'IGE sur la gouvernance des affaires publiques qui recommandait fortement la transformation de la CREI en cour de répression des infractions économiques et financières. Jusqu'à présent, même les acteurs de la société civile et d'autres acteurs n'ont pas donné suite à cela. Et donc, ça signifie que simplement que les gens inscrivent les réformes dans des temporalités qui ne sont pas des temporalités d'une gouvernance à long terme. Et que les réformes majeures ou arrivées à maturité doivent faire l'objet d'un consensus et être portées et discutées pleinement dans le pays pour que ça soit profitable en termes de gouvernance. Maintenant, il est vrai que le pouvoir en place a fait ou a poursuivi certains efforts visant à rationaliser et aussi à rendre beaucoup plus
éthique la gouvernance par un certain nombre de mesures. L'adhésion à l'ITIE, la transposition du Code de transparence des finances publiques de l'UMOA, la réactivation de la CRI, la création de l'OFNAC, l'adoption d'une loi sur la déclaration de patrimoine. Mais il faut dire que tous ces instruments juridiques et institutionnels qui ont été mis en place n'ont pas endigué fondamentalement la tendance à la mauvaise gouvernance des élites politiques au Sénégal. Pour preuve, l'essentiel des rapports qui sont sortis ont dénoncé quand même des affaires qui sont là. Togo, la Maison du Sénégal à New York, et tant d'autres scandales révélés par les rapports montrent quand même qu'on a un problème de gouvernance qui se pose. Qui dit un problème de gouvernance dit un mode de réaction. Il faut que le président de la République revienne aux fondamentaux de sa gouvernance en 2012. Vous vous souvenez de son appel du 3 avril 2012, il donnait un certain nombre de propositions de gouvernance. Et nous l'invitons à revenir et à réinterroger ce qu'il avait dit et proposé aux Sénégalais. Et fondamentalement, si on arrive à cela, en termes de gouvernance, en termes de gouvernance publique, il y a deux choses, à trois. Le gouvernement demande des ressources à l'Assemblée nationale pour financer des dépenses publiques, des politiques publiques, pour le bénéfice des populations. Ces ressources sont tirées des contributions des Sénégalais. Ces ressources sont tirées de l'argent qui est emprunté au nom des Sénégalais, qui seront payés par les Sénégalais. Ces ressources dépensées doivent être justifiées devant la représentation nationale et les citoyens doivent être informés. Ce qui manque surtout, c'est la transparence dans l'exécution budgétaire, c'est la circulation de l'information sur les questions budgétaires et ça permettrait de lever tout ce voile de suspicion. Chaque fois qu'on les interroge sur l'allocation de ressources qui a été faite par rapport aux résultats obtenus, quel est le mode de gouvernance de ces ressources, ça pose un problème de réponse. Les délais de réponse sont très lents et les réponses sont très mitigées, qui fondent que, voilà, jusqu'à présent, sur l'appréciation, la perception de la corruption dans le Sénégal est en train de stagner. On est très loin de la moyenne des pays qui ont érigé la bonne gouvernance en viatique. Oui, sauf que dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale réformé, il est dit qu'on va passer à un budget programme. Ce qui veut dire que ceux qui en seront bénéficiaires auront une obligation de résultat. Est-ce que déjà ça pourrait participer à l'éclosion d'une transparence? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un point qu'il faut vraiment saluer. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, Binta, on devrait quand même s'interroger beaucoup plus sur l'efficacité même des mécanismes qui aujourd'hui accompagnent cette bonne gouvernance. Et quand je parle de mécanismes, je fais plutôt allusion d'abord aux différents organes de contrôle que l'État du Sénégal a mis en place, mais également la justice qui aujourd'hui est censée jouer un rôle fondamental. Parce que moi j'ai l'habitude de dire, Binta, qu'on ne peut pas parler de bonne gouvernance sans un état de droit. Sans état de droit, la bonne gouvernance n'existe pas. La bonne gouvernance est impossible. Je dis cela parce que vous-même, vous l'avez certainement constaté, que nous, à un moment donné, on était vraiment critiques. On était vraiment critique par rapport à ces différents organes de contrôle. On a à plusieurs reprises critiqué le fait que l'OFNAC ne publiait pas de manière régulière ces différents rapports, jusqu'au jour où nous avons même entendu la présidente de l'OFNAC dire que l'OFNAC a mis sur la table du procureur plus de 19 dossiers. Et c'est là qu'on a compris qu'effectivement, que l'OFNAC était en train de faire son travail, de même que également peut-être certains organes de contrôle. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le suivi. C'est le suivi de ces recommandations qui, le plus souvent, c'est des recommandations allant dans le sens d'ouverture d'une information judiciaire. Et là, il faut quand même indexer la justice. Et là, je pense qu'il faut quand même avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de suivi
par rapport à ces différents rapports que les organes de contrôle produisent et que, je l'ai dit, et le plus souvent, c'est des rapports où il y a des recommandations allant dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons réellement, si nous avons cette envie aujourd'hui de combattre la malgouvernance qui, effectivement, il faut le reconnaître, est une entrave à l'économie, mais également au développement social. Et ça pourrait même quand même décourager les investisseurs, autant privés qu'étrangers. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même, je ne sais pas, essayer de faire de telle sorte qu'on ait une justice qui, aujourd'hui, elle est forte, une justice qui n'est pas sélective, une justice qui aujourd'hui ne va pas dire sur tel dossier je vais poursuivre et sur tel dossier je vais mettre de côté. Moi, j'ai vraiment apprécié quand l'Assemblée nationale avait mis sur place une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards. Oui. Moi, je fais partie des gens qui ont apprécié la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Parce qu'aujourd'hui, à défaut d'avoir l'ouverture d'une information judiciaire, à défaut d'avoir un procureur qui s'est autosaisi, je pense qu'aujourd'hui, on peut se contenter d'une commission d'enquête parlementaire. Maintenant, autant on a mis sur place une commission d'enquête parlementaire pour l'affaire des 94 milliards, autant on devrait mettre sur place une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 12 milliards par rapport à l'indemnisation de Big Togo, sur l'affaire des 108 milliards de la Poste, sur l'affaire des 29 milliards du Prodac, sur l'affaire également des 35 milliards du tout foncier de Bétray. Donc c'est là que nous attendons aujourd'hui, en tout cas, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Qu'on ait aujourd'hui vraiment cette envie de généraliser aujourd'hui cette lutte contre Alors là, vous parlez d'une justice beaucoup plus réactive et équitable, mais on avait quand même entendu M. Bousso, le président, dire que j'ai sous mon coude des dossiers qui m'ont été transmis. Alors, c'est même président de la République qui avait dit que la CRI était pour les autres et que l'OFNAC était pour nous, mais à l'arrivée, il n'en est rien. On a vu, par exemple, les rapports de l'OFNAC, vous en avez parlé tantôt, Babacar, qui éclaboussent la gestion du coude sous Cheikh Omar Anne, celle de la Poste avec Siredia, d'autres affaires comme le Prodac sous Mbambeignan, alors ministre de la Jeunesse, sont restées en l'état, et ce sera peut-être pareil avec les 94 milliards qui vont peut-être passer par perte et profit. Oui, Binta Diallo, c'est vrai. C'est symptomatique de ce qu'on disait tout à l'heure. La nécessité d'arriver à des réformes. Si vous voyez ça, c'est parce que simplement, il y a la prégnance d'une institution sur les autres. L'institution présidentielle, le président de la République, a une prégnance sur tous les autres pouvoirs. Ce qui signifie qu'il y a un problème d'indépendance de la justice par rapport au traitement. C'est le sentiment le plus partagé des citoyens. Les citoyens ont une perception que la justice est au service de l'exécutif. Et c'est un problème. Il est temps peut-être que les gens s'accordent sur comment procéder à des transformations réelles de l'administration, de l'organisation judiciaire du pays pour que le citoyen n'ait plus cette perception-là. Enlever la mainmise, bien la maîtrise que le président de la République exerce sur les autres pouvoirs, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du pouvoir judiciaire. Vous avez parlé tout à l'heure des rapports. Oui. Effectivement, l'OFNAC a produit des rapports, l'IGE a produit des rapports, et je rappelle jusqu'à présent que malgré le travail très sérieux qui a été fait, on est encore en souffrance de publication de rapports. Ces organes de contrôle restent devoir aux Sénégalais des rapports qui ont été produits, qui n'ont pas encore été publiés ou qui sont en fin de production. Et ce qui peut permettre de mesurer la gouvernance et l'état de la gouvernance, c'est la production de ces rapports des organes de contrôle qui pointent la gouvernance et la gestion des services publics et des dépenses publiques. La RMP nous doit des rapports sur la régulation de la commande publique. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Ça signifie simplement que si le pouvoir ne peut pas contraindre les organes de contrôle à ne pas faire leur boulot, il peut s'arranger à ce que le travail fait n'ait pas la publicité qui va avec. Et c'est un problème de gouvernance qui se pose. Parce que le citoyen n'est pas informé de la manière dont les ressources publiques ont été dépensées. Et
ceux qui sont chargés de gouverner et de gérer ces ressources publiques ne rendent pas compte du mode de gouvernance qu'il y a. Tout cela montre qu'à un moment donné, le président de la République est sorti des propositions qu'il avait faites aux Sénégalais en ce qui concerne la sobriété de sa gouvernance et de sa redevabilité. Maintenant, ce qu'il faut, nous, à notre niveau, nous considérons que toutes les réformes qui sont arrivées à maturité, la justice, l'OFNAC, parce qu'il y a la loi sur la déclaration de patrimoine, mais sur les plus de 800 assujettis, une faible moitié a pu sacrifier à l'exigence légale de la déclaration de patrimoine. Ce n'est pas acceptable. Oui. Il faut une contrainte légale. Il faut donc revoir le cadre institutionnel et juridique de gouvernance de l'OFNAC et ses modes d'intervention. Il a dit tout à l'heure, il y a un problème de suivi sur les actes qui sont posés. Du moment où l'OFNAC a transmis un dossier au procureur de la République, l'OFNAC est dessaisi de toute action. Il n'y a plus de suivi assuré. Il faut au niveau des organes de fonctionnement de l'OFNAC qu'il y ait une possibilité, comme à la CENTIF, de pouvoir suivre le dossier qui a été émis jusqu'à sa conclusion. Donc, ça signifie aussi qu'on doit s'accorder sur un minimum de cadre réglementaire de la gouvernance. Et ça, certainement, quand on arrivera au dialogue politique, on va en parler. Il y a beaucoup de réformes qui sont là et qui sont urgentes qu'il faut mener. Parce qu'il il faut pas se tromper sur la gouvernance des affaires publiques. Le Sénégal dispose d'un cadre macroéconomique qui est le PSE. Le plan Sénégal émergent est la matrice des politiques économiques et sociales. Qu'on le veuille ou non, que ça nous satisfait ou non, c'est cela. Les uns en ont fait un slogan et d'autres un repoussoir. Mais c'est la matrice des politiques publiques. L'axe 1 concerne l'économie. L'axe 2 concerne la citoyenneté. L'axe 3, c'est l'état de droit et la paix et la sécurité. Oui. Et nous, ce qui nous intéresse dans cela, oui, c'est de construire effectivement ou consolider cet état de droit. Ça passe par des réformes qui sont arrivées à maturité. Oui. Ça passe par le dialogue sur les ressources. Oui. Ça passe par l'information des citoyens sur la gouvernance. Oui. Il y a le dialogue national que vous avez certainement dû oublier. Il a parlé de cette mainmise de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. J'ai eu à citer tantôt des cas de gestion dénoncés par les corps de contrôle de l'État et qui sont restés en l'état. Est-ce que la société civile ne devrait pas davantage faire de son combat cette mainmise de l'État? En fait, absolument. D'ailleurs, je pense que ça a été le combat du Forum du judicial. Mais avant ça, je voulais simplement rassurer le doyen Bousso par rapport à la loi sur la déclaration de patrimoine. Je pense qu'aujourd'hui, on doit forcément aller vers la révision de cette loi sur la déclaration de patrimoine parce qu'on est un peu en arrière par rapport à ce qui se fait dans la sous-région. Aujourd'hui, on a entendu la présidente de l'OFNAC dire que beaucoup de ministres, de directeurs généraux ont refusé de venir déclarer leur patrimoine. Voilà, donc je pense qu'il faut aller vers une réforme de cette loi, corser en tout cas les sanctions en cas de refus de déclaration de patrimoine, mais également augmenter l'assiette. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, dans la sous-région, pratiquement tous les fonctionnaires de l'État sont soumis à cet exercice. Donc, c'est seulement au Sénégal que l'assiette est vraiment restreinte à une catégorie de personnes. Donc, je pense que sur ce point, l'OFNAC est en train de faire des efforts pour voir comment on doit réformer cette loi sur la déclaration de patrimoine. Maintenant, par rapport à la mainmise, ou plutôt par rapport à l'immixtion de l'exécutif dans l'appareil judiciaire, là également, je pense que le Forum du justiciable l'a toujours dénoncé, et comme les magistrats également, parce que si vous vous souvenez, en décembre 2018, si mes souvenirs sont bons, l'Union des magistrats avait même organisé un colloque les 27 et 28 décembre 2017 ou 2018 pour mettre sur la table la question de l'indépendance de la justice. Et c'est une première au Sénégal, j'allais même dire dans l'histoire judiciaire du Sénégal,
pour la première fois, des magistrats acceptent de mettre sur la table la question de l'indépendance de la justice. Et ça, je pense que c'est un signal fort. Et nous avons également suivi les différents communiqués de l'Union des magistrats qui, à chaque fois, revenaient, ou plutôt dénonçaient, en tout cas, cette émission intempestive de l'exécutif dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers des réformes pour faire de telle sorte qu'on ait une justice qui est tout à fait indépendante, qu'on ait une justice, en tout cas, où l'exécutif n'aura plus cette possibilité de s'immiscer dans les affaires judiciaires. Et pour cela, je pense que la première des réformes que la société civile même avait proposé lors des assises nationales, mais également par rapport à cette commission de réforme des institutions, il y a des recommandations qui se sont dégagées. Des recommandations, et la première des recommandations, c'était de faire de telle sorte qu'aujourd'hui, qu'on ait un conseil supérieur de la magistrature qui ne soit plus présidé par le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, tantôt le doyen Bousso l'a dit, au niveau de la perception des citoyens, des justiciables, on a l'impression que tant que le président de la République reste au sein du Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui décide. Alors que nous avons même entendu le président de la République dire que sa présence au niveau du Conseil supérieur de la magistrature est simplement une présence symbolique. Parce que, d'après lui, c'est les magistrats eux-mêmes qui se concertent pour décider des nominations. Maintenant, si la présence du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature est une présence purement symbolique, donc je ne vois pas aujourd'hui pourquoi le président de la République tient autant à cette présence symbolique. Donc je pense qu'il faut aller vers ces réformes, faire de telle sorte que, comme la France l'a fait, parce qu'en France, depuis 2008, ils ont rompu avec cette tradition. Aujourd'hui, si vous allez au niveau du Conseil supérieur de la France, vous n'y trouvez pas le président de la République, vous n'y trouvez pas également le ministre de la Justice. Donc je pense qu'il faut aller vers ces réformes-là, faire de telle sorte qu'on ait un Conseil supérieur de la magistrature qui, en tout cas, sera présidé, en tout cas, par les magistrats eux-mêmes, qu'on donne la possibilité aux magistrats de choisir librement, en tout cas, de qui va diriger le conseil. Mais, effectivement, il faudrait toujours qu'il y ait l'exécutif à côté qui va... qui aura tout... Voilà, tout à fait. Oui, donc, qui va suivre ce qui se fera au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi faire de telle sorte qu'aujourd'hui, qu'on protège davantage le principe de l'inamovibilité. Et ça, je pense que les magistrats le dénoncent souvent. Aujourd'hui, ce principe de l'inamovibilité qui est censé garantir l'indépendance, ou plutôt protéger même le magistrat, parce que c'est un principe, le principe de l'inamovibilité, c'est le principe selon lequel le magistrat ne peut pas être affecté sans son consentement. Mais aujourd'hui, on a vu, d'après les magistrats, de par des techniques, l'exécutif contourne ce principe de l'inamovibilité. Comment ? En utilisant la question des nécessités de service, parce qu'aujourd'hui, la plupart des magistrats sont nommés à titre intérimaire. Donc, ce ne sont pas des titulaires. Donc, quelqu'un qui est intérimaire dans un tribunal, donc il en va de soi qu'à chaque fois que l'État veut le déplacer, il va le faire parce qu'il n'est pas titulaire, parce qu'il est intérimaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers ce sens, renforcer davantage le principe de l'inamovibilité, mais également revoir aujourd'hui les statuts du parquet. Oui. Parce que, encore une fois de plus, nous sommes dans un système judiciaire où le parquet, le procureur dépend du ministre de la Justice. Oui. Maintenant, à défaut même de couper ce lien ombilical, le cordon ombilical qui lie le procureur au ministre de la Justice, on peut trouver des mécanismes pour aujourd'hui réduire les pouvoirs du procureur. Parce que nous avons un procureur, et ça il faut avoir le courage de le dire, Binta. Nous avons un procureur qui a trop de pouvoir. Absolument. Et moi j'ai l'habitude de dire que le procureur de la République c'est une partie au procès. Le procureur, il n'est pas neutre, il défend des intérêts. Et ce même procureur, vous lui donnez la possibilité aujourd'hui de décerner des mandats de dépôt, de juger de la liberté d'aller et de venir des gens. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme ça se fait dans les grandes démocraties, il faut aller vers l'instauration d'un juge des libertés, un juge du siège qui est neutre, un juge du siège qui va décider, en tout cas, de la liberté des gens. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir, en tout cas, les pouvoirs du procureur. Pourquoi pas ne pas aller vers, en tout cas, un appel d'offres
ou bien un appel à candidature, autant pour moi, pour ce poste Il va falloir qu'il y ait une réelle volonté politique pour pouvoir réformer de fond en comble le secteur de la justice. Babacar Ba est notre invité dans cette émission Remue Ménage. Il est le président du Forum du Justiciable. Nous recevons également M. Abdou Malik Bousso, membre du bureau exécutif du Forum civil. Le Forum civil, M. Abdou Ba, qu'on a entendu dire à travers son coordonnateur Birahim Seck, même s'il n'a pas cité de nom, mais on sait lire quand même entre les lignes qu'il y ait amnistie ou pas, qu'il y ait deal politique ou pas, il va falloir que l'argent volé aux Sénégalais soit tout simplement payé. Il voulait s'adresser à Karim Wade ou à Khalifa Ababacar Sall, peut-être. Non, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été coupables de prévarication ou bien de prédation des ressources publiques. Parce que, en fait, le coordonnateur du Forum civil a annoncé une position de principe du Forum civil. La transparence. La transparence et la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est le cœur de métier du Forum civil. C'est notre ADN. On ne peut pas se départir de ça. On ne peut pas considérer que des gens puissent avoir gouverné ce pays, avoir bénéficié de privilèges exorbitants du point de vue de leur posture au niveau de l'État, d'avoir utilisé les ressources du pays et d'avoir pillé ou avoir dilapidé les ressources qui avaient été mises à leur disposition pour construire le pays. Et qu'il y ait eu des juridictions qui se sont intéressées, quelles que soient les motivations politiques des animateurs de l'activation de ces juridictions, et que ces juridictions aient eu à condamner pécuniairement et pénalement ces justiciables-là. Que ces justiciables-là aient, quoi qu'on dise, bénéficié de recours. J'ai dit tout à l'heure que le Conseil constitutionnel avait été saisi par certains avocats du fait même de la constitutionnalité de la CRI. Le Conseil constitutionnel a considéré que la CRI est la loi portant création et organisation de la CRI n'était pas anticonstitutionnelle. Deuxièmement, la double juridiction, je suis d'accord, c'est un standard, c'est une bonne gouvernance, mais ce n'est pas un droit fondamental. J'ai revisité tout à l'heure la Constitution quand je venais, ce n'est pas un droit fondamental, la double juridiction. C'est le recours qui est un droit. Et les gens ont eu des recours jusqu'à la Cour suprême, mais des juridictions sous-régionales et jusqu'à l'international. Les recours ont été possibles et ont prospéré. Maintenant, que les gens soient condamnés, que les gens doivent rendre l'argent qui est supposé avoir été dilapidé, et qu'on se dise parce que simplement la tranquillité du pays le voudrait, parce que les acteurs politiques se sont arrangés entre eux, qu'il va falloir passer par perte et profit cet argent qui appartient aux Sénégalais. Le Forum civil dit non. Nous ne sommes pas dans ça. Il ne faut pas manipuler l'opinion dans ça. Nous sommes ouverts à toutes les formes de dialogue. Il faut que les acteurs politiques se parlent, mais que les ressources du pays soient sauves. Et pour qu'elles puissent être sauves, il faut que la justice puisse connaître le mode de gouvernance de ces ressources et que les décisions de justice soient quand même respectées. On est en République et on est en démocratie. Jusqu'à preuve du contraire, c'est des lois et des juges et des magistrats qui ont procédé à des condamnations. Absolument. On ne peut pas soustraire ces gens-là à leur responsabilité pénale et à leur responsabilité pécuniaire. Ça, c'est le point de vue du Forum. Ça ne va pas plaire aux gens. Nous disons que nous, c'est ça notre position. Il faut que ceux qui ont été comptables dans le passé et qui seront comptables demain sachent que leur mode de gouvernance leur sera demandé et qu'il est question de rechercher la redevabilité et la réduction des comptes. Et que si les comptes sont rendus, mais c'est rendu au nom du peuple. La justice a rendu un jugement. Il faut que ce jugement soit là. On peut s'attendre surtout que les ressources qui ont été spoliées soient retournées au peuple. Est-ce que le Forum du justiciable est en phase avec le Forum civil? Non, en fait, sur ce point, je ne partage pas trop la position du Forum civil. Bon, c'est vrai que parfois, je prends des positions que les gens ont du mal à comprendre. Et j'en profite pour saluer le doyen, le coordinateur Birahim Seck, à qui j'échange beaucoup.
Voilà, donc c'est quelqu'un de bien. Donc voilà. Mais sur cet aspect, je ne partage pas trop l'avis du Forum civil. Bien vrai que je suis à ce qu'on préserve nos deniers publics. Bien vrai qu'aujourd'hui, je fais partie des gens qui croient que l'argent du contribuable doit faire l'objet d'une bonne redistribution. Voilà, ça, je suis tout à fait d'accord sur le principe. Mais aujourd'hui, moi, je fais partie des gens qui, entre guillemets, ne reconnaissent pas la CREI. Parce que tout simplement, je pense qu'il y a un principe de droit, une norme universelle qu'il ne faut pas perdre de vue. Tantôt, M. Bousso a dit que le droit à un recours effectif, c'est-à-dire le principe du double degré de juridiction, n'est pas un droit fondamental. Mais je voudrais lui rappeler que c'est une norme universelle. C'est une norme universelle et dans le préambule de la Constitution, l'État du Sénégal est signataire pratiquement de tous les instruments internationaux, de même que les conventions internationales. Et les droits fondamentaux sont lissés dans la Constitution. D'accord, mais dans le préambule, je dis dans le préambule de la Constitution, et le préambule, M. Bousso, est une partie intégrante de la Constitution. Et dans le préambule, l'État du Sénégal affirme son adhésion par rapport aux instruments internationaux. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc. Et l'article 14-5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques nous dit que toute personne qui est condamnée d'une infraction pénale a le droit de saisir une juridiction supérieure pour que cette décision soit réexaminée. Donc ça, c'est un principe universel. Et parmi ces principes universels, sans prétendre à l'exhaustivité, je peux vous dire le droit à un procès équitable, le droit d'avoir un juge qui est impartial, le droit, en tout cas, de faire appel par rapport à une décision de condamnation. Donc ça, je pense que c'est des principes que l'État du Sénégal ne peut pas aujourd'hui déroger. Au niveau de la CREI, je le dis et je le répète, l'article 17 de la loi du 10 juillet 1981 qui a créé simultanément la Cour de répression d'enrichissement illicite et le délit d'enrichissement illicite qui aujourd'hui est logé dans le code pénal à travers l'article 163. L'article 17 de cette loi nous dit que les décisions de la CREI sont susceptibles de recours au niveau de la Cour suprême. Et nous tous, nous savons que le juge de la Cour suprême n'est pas un juge des faits, c'est un juge de droit. Au niveau de la Cour suprême, on ne revient pas dans les faits. Le juge regarde tout simplement si la règle de droit a été bien appliquée. Et ça, ce n'est pas un recours, effectif. Aujourd'hui, si on admet le recours effectif, si on admet à la personne de saisir la cour d'appel, c'est parce qu'aujourd'hui, la doctrine a pensé qu'il peut y arriver que les juges du tribunal de première instance peuvent se tromper, que les juges peuvent se tromper. Combien de fois, Sokhna Binta Diallo, vous avez vu qu'au niveau de la cour d'appel, le juge d'appel infirme une décision qui a été rendue par les premiers juges? Il y en a en pagaille. Donc aujourd'hui, c'est un recours qui est tout à fait important. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que quelqu'un qui se prétend être un défenseur des droits humains, je ne peux pas admettre qu'une juridiction comme la CREI puisse quand même juger et condamner quelqu'un et que moi, je me glorifie de cette décision. Avant même d'aller dans le fond, avant de dire que Karim Wade a été condamné à payer 100 et quelques milliards, il faudrait revoir, est-ce que la juridiction qui a jugé aujourd'hui Karim Meïssa Wade est une juridiction qui répond aux normes, aux standards internationaux qui peut garantir à une personne un procès qui est juste et équitable. Et ça, c'est fondamental. Il n'y a pas que Karim Meïssa Wade, il y a l'ancien maire de Dakar qui a été jugé par les tribunaux classiques. Et même pour le cas de Khalifa Sall. Oui. Moi, je l'ai dit à l'époque. Vous savez, je suis d'accord pour la traque des biens. Je suis d'accord aujourd'hui qu'on veille à ce que les biens, les deniers publics soient vraiment préservés. Je suis d'accord sur le principe. Je suis d'accord également que quelqu'un qui détourne, que quelqu'un qui, en tout cas, s'enrichit illicitement,
soit sanctionné. Mais faudrait-il le faire avec des institutions qui respectent les standards internationaux pour garantir à une personne un procès qui est juste et équitable. Oui. C'est dans cette logique que je suis. Si aujourd'hui la CREI, en tout cas, avait toutes ces normes-là, tous les instruments qu'il faut pour garantir à Karim Meïssa Wade un procès qui est juste et équitable, il n'y a pas de problème. Je serai au premier plan pour dire à Karim Wade, cette décision-là, il faut l'appliquer dans toute sa rigueur. Mais aujourd'hui, tel que la CREI s'est dessinée, telle qu'une juridiction ou en tout cas qui ne peut pas garantir à une personne un procès qui est juste et équitable, je ne peux pas aujourd'hui aller dans le même sens que le Forum civil. Et c'est le même problème aujourd'hui qu'on a avec la Haute Cour de justice. C'est vrai que ça ne fait pas aujourd'hui l'objet des débats, mais si demain, un ministre est jugé par la Haute Cour de justice qui se trouve dans la Constitution prévue par les articles 99 à 101, serait dans le même problème que Karim Meïssa Wade. Parce qu'au niveau de la Haute Cour de justice, également, le principe du double degré de juridiction n'est pas reconnu là-bas. La personne n'a pas la possibilité ni de faire appel, ni de saisir la Cour suprême. En fait, c'est vrai que la CREI est moins grave parce qu'au niveau de la CREI, tu as la possibilité de saisir la Cour suprême. Mais au niveau de la Haute Cour de justice, vous n'avez ni la possibilité de saisir la Cour d'appel, mais également la Cour suprême. Donc, je pense que pour la transparence, oui, Babacar Ba, pour la transparence et pour une bonne gouvernance, le Forum civil va lancer prochainement une campagne contre le transfert de fonds, le flux, contre les paradis fiscaux. Qu'en est-il réellement, M. Bousso? Oui, c'est heureux si on s'interroge de la dépense publique, de sa nature et de sa gouvernance. On doit s'interroger aussi des moyens qui permettent d'assurer la dépense publique, qui sont essentiellement des moyens fiscaux. Mais avant d'arriver à cette campagne que nous lançons, juste peut-être revenir un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure Babacar. Oui. Effectivement, la CREI a besoin d'être réformée. C'est une loi qui est vieille de 1981. Certainement, s'il était né, il devait être très jeune. Donc, mais si les standards, si les standards internationaux ont évolué et que la norme nationale n'a pas évolué dans ce sens, il faut adapter cette norme-là. Mais c'est les instruments juridiques qui existaient et qui ont été utilisés. Dans tous les pays du monde, il y a des juridictions spéciales qui existent pour régler des problèmes qui ne sont pas logés dans le commun. Et effectivement, du point de vue de la distribution de la justice dans ce pays, ces élites qui ont été jugées pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, ont bénéficié de recours que le commun des justiciables n'a pas, qu'on se dise la vérité, jusqu'à l'international, des moyens médiatiques extraordinaires. On peut socialiser aussi les choses. La demande, c'est quoi? C'est quand quelqu'un a eu à gérer des ressources pour ce pays qui rend compte de sa gestion. Oui. On ne peut le faire qu'à travers les instruments juridiques du moment. Et ces instruments, c'est quand on les utilise qu'on arrive à considérer qu'ils ont des faiblesses et qu'on arrive maintenant à corriger ces faiblesses. Et pourtant, depuis 2014, je dis, avant même que le procès n'aille très loin, on a dit que cette CREI-là devait être réformée. Mais personne n'en a parlé. Depuis 1981, cette cour existe. On a entendu qu'elle soit exhumée pour aller dans le sens de dire qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne maintenant, mais elle était bonne quand on l'a créée. Elle peut être bonne si on l'améliore. Les réformes, il faut y aller, il faut les oser. Ça ne signifie pas l'insatisfaction qu'on a dans le mode de fonctionnement de ces juridictions-là. On ne doit pas empêcher que c'est la réalité juridique du moment qui s'applique à tout le monde. Je suis sidéré quand j'entends quelqu'un dire « je ne reconnais pas la CREI ». Je ne suis pas satisfait de la CREI, c'est vrai. Non, mais je ne reconnais pas la CREI et ses décisions. C'est grave venant d'un acteur de la société civile. Non, je peux précisément penser, si vous voulez. Très rapidement. En fait, quand je dis je ne reconnais pas la CREI, je veux simplement dire qu'aujourd'hui, au niveau de la CREI, il n'y a pas, en tout cas, les éléments qu'il faut pour garantir à une personne un procès qui est juste et équitable. Je suis d'accord. Je n'entre pas dans le fond, parce que le droit, c'est avant tout la forme. C'est ce que nous a appris
Le droit, c'est avant tout la forme. Donc, du point de vue de la forme, moi, je ne peux pas cautionner la CREI parce qu'il y a beaucoup de manquements. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Je suis d'accord qu'il y ait des faiblesses, qu'on accepte qu'il doit falloir réformer. Absolument. Mais quand il y a un jugement d'une cour qui est reconnue constitutionnellement, un instrument juridique qui est là, qui est valable, qui est dans le corpus juridique du Sénégal, cette décision s'applique à tous les Sénégalais. Oui. Et doit être reconnue par les Sénégalais. La campagne. Maintenant, pour la campagne, je disais, effectivement, ce qui intéresse le Forum civil, c'est que nous avons noté que le Sénégal et les pays africains, et les pays producteurs de ressources naturelles, perdaient énormément d'argent du fait des contournements à la loi fiscale. Ces contournements peuvent être de plusieurs ordres. D'abord, loger les sociétés multinationales dans des paradis fiscaux qui font que par un montage ingénieux, on arrive à faire en sorte qu'on doive payer les impôts assis sur la création de richesses dans ces paradis fiscaux-là au détriment du pays où se crée la richesse. Le deuxième aspect, c'est le montage de sociétés écrans entre la société mère et sa filière qui existe ou qui crée la richesse au Sénégal, qui font que dans les transferts courants, les prix de transfert sont très chers que si c'est la maison mère qui vend à la société qui est au Sénégal, et très faible quand si, au contraire, c'est celle-là qui vend à une filière ou à la société mère. C'est les prix de transfert, disons. On s'est rendu compte que les différents rapports, surtout du groupe de haut niveau présidé par Thabo Mbeki, avaient instruit que l'Afrique perdait énormément de ressources du fait de ces distorsions fiscales. Il était nécessaire d'articuler une campagne pour l'équité fiscale, de faire en sorte que nos pays et nos États puissent recouvrer réellement tout ce qu'ils sont en droit de récupérer au niveau de la création et de la génération de richesses sur leur sol et sur leur sous-sol. Et que les citoyens aussi fassent preuve de civisme fiscal. Et que les États aussi fassent preuve de transparence et de diligence dans la gestion des ressources qui sont mises à leur disposition pour financer les politiques publiques. Donc, ce qu'on dit, percevoir plus et dépenser mieux. Oui. C'est le sens de la campagne que nous sommes en train de lancer. Ça sera lancé quand prochainement. Très prochainement. Vous avez vu la bande annonce. On va terminer avec vous. Et la bande annonce est en train de passer. Est-ce que cette campagne est venue à son heure? Quelle est la position du Forum civil sur tout cela? Le Sénégal qui s'est doté d'un code de transparence dans la gestion des deniers publics, mais à l'arrivée, on est toujours réveillé par des scandales financiers dans ce pays. En fait, c'est une campagne que nous saluons. Et là, je pense qu'il faut le dire de passage. Le Forum civil est en train de faire un excellent travail. Et ça, il faut avoir le courage de dire. Et je les félicite. Je félicite également le coordinateur, monsieur Birahim Seck. Donc, c'est une campagne que nous-mêmes, nous allons, en tout cas, s'il le souhaite, que nous-mêmes, nous allons vraiment appuyer. Voilà. D'accord. Peut-être un mot sur le dialogue politique national. Peut-être un mot. Très rapidement, quelques secondes, parce qu'on est terminé. Moi, je voulais terminer sur cette convocation du directeur des droits humains, si vous me le permettez. Voilà. Donc, parce que par rapport à l'affaire Karim Wade, parce qu'on aurait appris que le président, que le directeur des droits humains a été convoqué par le ministre de la Justice. Alors, je voudrais tout simplement dire que ce qui s'est passé... Vous craignez des sanctions. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas accepter parce que Moustapha Ka, qui est un homme intègre, qui est un homme qui fait correctement son travail, soit l'agneau du sacrifice, ou bien qu'il fait l'objet d'une quelconque sanction. Parce que ce qui s'est passé, nous tous, nous l'avons vu. Les 14 et 15, l'État du Sénégal a pris part à la 127e session du Comité des droits de l'homme pour présenter son 5e rapport périodique, conformément à l'article 40 du pacte relatif au pacte civil et politique. Donc, il y a des observations qui ont été formulées en octobre 2018 par les experts du comité.
des observations qui portaient sur 3 points. Oui. La libération de Karim Wade qui a été faite, l'indemnisation, mais également la révision du procès. Et nous avons entendu un directeur des droits humains qui ne fait que apporter des éléments de réponse par rapport à ces différentes interpellations. Et tout ce qu'il a dit aujourd'hui engage l'État du Sénégal. Parce que nous savons comment une délégation en matière de diplomatie se compose. Une délégation ne peut pas aller dans l'aventure pour prendre. Voilà. Donc, on